8h30 sur LCI, l'interview ce matin, c'est avec Sébastien Chenu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député Rassemblement National du Nord, vice-président de l'Assemblée également. On va dans un instant parler ensemble, notamment du pouvoir d'achat, de cette conviction de Marine Le Pen que l'État s'enrichit sur le dos des Français. Mais d'abord, bien sûr, la situation autour de l'île de Lampedusa, la situation migratoire. Gérald Darmanin était hier soir à Rome pour voir son homologue. Il sera ce soir d'ailleurs sur TF1 à 20h. Qu'est-ce que vous attendez du ministre de l'Intérieur ? Mais nous attendons du ministre de l'Intérieur qu'il protège les Français. Vous avez vu qu'il n'y a aucune... C'est ce qu'il fait. Ah bon, c'est ce qu'il fait? Non, il annonce hier matin à 8h que la France n'accueillera pas de migrants. Dans l'après-midi, la préfecture des Alpes-Maritimes annonce l'ouverture d'un centre d'accueil des migrants à Menton. Puis le soir, elle fait marche arrière. Le soir, dit pas question de créer un centre de migrants. On apprend qu'il y a effectivement un centre d'accueil de migrants pour accueillir 150 ou qu'il y en a 150 qui sont arrivés. Parce que les locaux sont exigus, qu'il y a des personnes interpellées et qu'il faut examiner leur situation. En réalité, ce gouvernement ne sait pas quoi faire, est pris entre respecter la volonté populaire des Français qui s'expriment. Nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas accueillir de migrants. Et puis, sa soumission au pacte d'immigration de l'Union européenne. Alors, qui n'est pas encore entré en vigueur. C'est pas encore entré en vigueur, mais c'est bien ce dont il s'agit. Quand Gérald Darmanin dit, il l'a fait dans un tweet, il aura l'occasion de s'expliquer tout à l'heure sur TF1, qu'il veut lutter avec fermeté contre l'immigration irrégulière. Vous doutez de sa volonté de lutter contre l'immigration irrégulière? Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand je vois le nombre d'OQTF, d'obligations de quitter le territoire français qui sont appliquées dans notre pays, c'est-à-dire moins de 10%, je le rappelle, oui, je doute de sa volonté de lutter contre l'immigration irrégulière. Je doute de sa volonté de lutter contre l'immigration tout court. Je pense qu'effectivement, Gérald Darmanin, Emmanuel Macron sont sur la ligne d'Ursula von der Leyen, qui est l'accueil. Elle le dit elle-même, on a besoin d'une immigration de travail, elle l'a dit le 15 septembre encore une fois, et la répartition de ces migrants dans l'Union européenne. Mais vous contestez l'idée même... Je le conteste, mais je le combats. Vous contestez l'idée même que l'on puisse avoir besoin de travailleurs d'origine immigrée pour occuper certains postes. Dans le projet de loi qui sera soumis au Parlement, que vous allez avoir à examiner dans les prochaines semaines, il y a cette notion de métier en tension, de titre de séjour, pour des secteurs qui ont du mal à trouver de la main-d'œuvre aujourd'hui. Pas un seul migrant ne doit rentrer pour travailler en France pour vous. Évidemment, dans un pays qui a autant de chômeurs que le nôtre, autant de millions de Français qui cherchent un boulot ou une formation, il n'est pas possible, pas souhaitable d'accueillir des gens dans des métiers dits en tension ou pas d'ailleurs. Je vous explique pourquoi en quelques instants. Bon, d'abord, ça fait des années qu'on nous bassine avec les métiers en tension. Et ça fait des années qu'on nous dit il faut accueillir de la main-d'œuvre étrangère. Il y a toujours des métiers en tension. La réalité, ça veut dire que c'est qu'on ne solutionne pas, on n'attrape pas le problème par le bon bout de la lorgnette, si j'ose dire. Et c'est quoi le bon bout de la lorgnette? C'est l'augmentation des salaires et la formation. Je vous donne un exemple qui est très précis. Vous aviez, il y a quelques années, un métier difficile qui est celui d'éboueur, qui était principalement occupé par des travailleurs étrangers dans notre pays. On disait d'ailleurs à l'époque, les Français ne veulent pas, c'est mal payé, c'est dégradant, etc. Aujourd'hui, c'est un métier qui s'est énormément réformé, qui est bien mieux rémunéré qu'avant, les conditions de travail se sont améliorées, ça reste un métier très difficile, et vous avez aujourd'hui, dans les éboueurs, une majorité de travailleurs français. Donc c'est qu'une question de rémunération pour vous? Ce n'est pas qu'une question de rémunération, c'est une question de formation, former des gens pour qu'ils aillent sur des métiers dont on a des besoins. C'est une question d'attractivité et c'est une question de rémunération. Une question de contrainte. Il faudrait contraindre les Français à accepter des métiers dont ils ne veulent pas. Non, il faut augmenter les salaires dans notre pays. Nous, on a une disposition qui est portée par Marine Le Pen, par les députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. C'est l'augmentation de 10% des salaires, jusqu'à 3 fois le SMIC, avec en échange un gel des cotisations patronales. Quand on a présenté cette proposition qui nécessiterait de rassembler autour de la même table les syndicats patronaux et de salariés, la gauche a voté contre. C'est bien joli d'aller taper sur des casseroles contre la réforme des retraites si lorsqu'il y a la possibilité d'augmenter les salaires des Français, la gauche et la majorité macroniste évidemment ne suivent pas. Donc vous dites, oui, la question des salaires, elle est centrale dans notre pays. Sébastien Chenu, il y a quand même toute une partie du sujet, ce sont les demandeurs d'asile, des personnes qui sont persécutées politiquement pour de multiples raisons, que ce soit des convictions politiques, religieuses, leur orientation sexuelle, etc., dans leur pays. Cela aussi, vous dites, on en accueille zéro, parce que c'est aussi le cas de certains migrants à Lampedusa. Ils sont éligibles potentiellement à une demande d'asile. Non mais on accueille les vraies demandes d'asile. Il y a eu 200 000 demandes d'asile l'année passée dans notre pays. Ça a explosé. Je crois que c'est plus 27%. Je ne veux pas dire de bêtises, mais ça a explosé. Parce que la situation est dramatique dans beaucoup de pays, malheureusement. Non, mais parce que derrière la demande d'asile, pour des raisons d'insécurité, pour des raisons de gens qui sont poursuivis chez eux pour leurs convictions, pour leurs orientations, vous l'avez dit, il y a en réalité une immigration économique. Derrière l'asile, il est contourné pour faire en sorte que ce soit simplement une immigration économique. Regardez à Lampedusa.
90% de ces pauvres de ces pauvres migrants qui arrivent, ils sont tunisiens. La Tunisie n'est pas un pays en guerre. On n'a pas de chiffres malheureusement tout à fait vérifiés sur ce qui se passe à L'immense majorité sont tunisiens, mais ils peuvent être aussi ivoiriens. Ce ne sont pas des pays qui sont en guerre, ce sont des pays qui ont des difficultés économiques importantes. Mais si on ouvre la porte à tous les pays qui ont des difficultés économiques importantes, mais c'est sans fin. Alors nous allons donc accueillir l'ensemble de l'Afrique, car c'est l'ensemble de l'Afrique aujourd'hui qui a non seulement des difficultés économiques, mais demain des difficultés démographiques. Mais vous êtes bien d'accord, Sébastien Chenu, pour conserver le principe d'un examen au cas par cas, on peut, en fonction de son pays d'origine et de sa situation personnelle, être éligible au droit d'asile. Dans les pays d'origine, la demande d'asile, elle doit se faire non pas comme ce qui est prévu d'ailleurs dans le pacte des migrations par l'Union européenne, elle doit se faire dans le pays d'origine. C'est facile de nous mettre devant le fait accompli. C'est pour ça que nous, on veut changer la politique migratoire. C'est pour ça qu'on pense que c'est aux États de prendre la main. Vous empêcherez les migrants de prendre la mer, de risquer leur vie pour sauver la leur. En expliquant que nous n'accueillerons pas, en arraisonnant les bateaux, l'Union européenne, au lieu de se disperser, elle ferait mieux de mettre des moyens, des effectifs pour arraisonner les bateaux et les raccompagner dans leur port d'origine, et en faisant faire les demandes d'asile. Je vous le rappelle que, par exemple, le Danemark utilise cette méthode. Ces demandes d'asile ont baissé drastiquement dans les pays d'origine, ou lorsqu'ils ne sont pas sûrs, dans le pays voisin, on a un réseau consulaire qui le permet, et on examine. Et vous avez très peu de pays qui sont prêts à jouer cela. Examine les demandes dans les pays d'origine, plutôt que d'être mis devant le fait accompli. Qui peut accepter ça? La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, s'est fait élire en disant non, pas d'immigration, etc. C'est un modèle aujourd'hui, Giorgia Meloni, ou c'est un contre-modèle pour vous? Non, elle a abandonné son combat sur l'immigration parce que l'Union européenne fait pression sur elle en lui disant grosso modo, si vous voulez les subventions de l'Union européenne, si vous voulez l'argent de l'Union européenne, alors vous allez rentrer dans le rang, notamment sur le pacte des migrations. Donc Giorgia Meloni, c'est décevant, n'a pas, alors qu'elle aurait dû être, j'allais dire, le chantre de la volonté de reprendre la main sur l'immigration. Est-ce qu'elle n'est pas tout simplement revenue à la réalité, au pragmatisme de ce qui est gouverné? Elle est tenue financièrement par une nécessité et par une Union européenne qui l'oblige. Moi, je crois que lorsque Matteo Salvini poursuivait une autre politique sur l'immigration, eh bien, il y avait du résultat. 80% des bateaux étaient qui est l'un de ses alliés et qui a été ministre de l'Intérieur et étaient refusés sur les côtes italiennes. Donc, on peut faire Salvini, les c'est choses. mieux parce qu'il est plus extrême dans ses positions. Il n'est pas plus extrême. Il protège les intérêts de son pays et accessoirement les intérêts des nôtres. Car je vous rappelle qu'avec Schengen, lorsque vous mettez un pied dans un pays européen, vous pouvez aller vous balader dans l'ensemble des pays européens. Ça aussi, c'est quelque chose que nous demandons. Et vous avez remarqué que sous Salvini, quand il a été ministre de l'Intérieur, l'immigration avait disparu? Que le problème s'est réglé de lui-même? Non mais attendez, il y a plusieurs voies d'immigration dans le pays. Il n'y a pas simplement par l'Italie, on l'a vu d'ailleurs avec la Grèce, on l'a vu avec d'autres voies. Nous considérons qu'il faut reprendre la main, il faut reprendre le levier. Mais vous savez, le plus simple encore, c'est peut-être de demander aux Français ce qu'ils veulent comme politique d'immigration dans notre pays. C'est pas indécent, dans une grande démocratie, de demander aux Français, de les consulter et de leur dire est-ce que vous voulez qu'on puisse entrer sur notre territoire, à quelles conditions, combien de temps, comment... Là, c'est l'idée de réformer la Constitution pour pouvoir les consulter via référendum. Exactement, c'est un pays mature qui pourrait s'adresser aux Français sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, j'avais cru comprendre qu'Emmanuel Macron ne l'excluait peut-être pas. Il a ouvert la porte et la balle est dans le camp de la discussion avec les partis politiques. D'accord, mais ça va durer combien de temps? C'est comme le texte sur l'immigration. On nous balade depuis un an avec ce texte qui devait arriver déjà l'hiver dernier au Parlement, puis au printemps, puis à l'été, puis pendant les vacances. Vous voterez contre ce texte? Aujourd'hui, s'il y a l'ouverture d'une nouvelle voie d'immigration par le travail, c'est-à-dire la naturalisation de gens qui sont sans papier et qui sont sur notre territoire par le travail, oui, on vote. Même si le texte, c'est aussi une fermeté sur l'immigration, une lutte contre l'immigration illégale. Quelle fermeté sur l'immigration? C'est dans le texte pour le coup. Quelle fermeté sur l'immigration? Vous pouvez considérer qu'il y a une jambe qui ne vous va pas, mais il y a une deuxième jambe, Sébastien Chenu. Mais quelles sont les dispositions que vous trouvez fermes? Moi, d'abord, je n'ai pas vu arriver de texte à l'Assemblée nationale. En l'occurrence, vous avez raison, il est sur le bureau du Sénat puisqu'il a été examiné en commission au Sénat. L'examen commencerait au Sénat en séance publique en novembre. Ça veut dire que vous êtes prêt à faire échouer un texte qui porte sur l'immigration, veut durcir la lutte contre l'immigration illégale. Vous en porterez la responsabilité de cet échec. Il ne veut pas durcir du tout la lutte sur l'immigration illégale. Il veut ouvrir une nouvelle voie qui sera la naturalisation d'une immigration illégale. De votre point de vue, pas du point de vue du gouvernement. Oui, bien sûr, évidemment. Vous déposerez une motion de censure sur ce texte mais on ne s'interdit rien. Nous, vous savez, on a démontré pendant cette première année que nous étions des gens libres et que lorsque les choses allaient dans un sens qui nous apparaissait
positif, on le votait. Là, on ne votera pas parce que ça ne nous apparaît pas aller dans un sens positif pour les Français. Il y a des Français au chômage, il y a des métiers qui ont besoin de main-d'œuvre. Il faut faire en sorte que ces Français qui sont au chômage puissent être orientés, formés vers des métiers qui eux-mêmes soient revalorisés et attractifs. On ne Ce n'est s'interdit pas rien. en accueillant des millions d'immigrés supplémentaires qu'on solutionne le problème. Ça veut dire que vous êtes prêt aussi à voter les motions de censure des autres, si la gauche, la On France l'a déjà Insoumise en fait. dépose. On a déjà voté des motions de censure des autres parce que nous sommes des gens libres, parce que nous sommes des gens responsables et surtout parce que nous Mais ne là, sommes les pas fondements des gens- sont peut-être très nous ne sommes différents. pas des gens Vous trouverez le sectaires. texte trop dur, peut-être que la gauche le trouvera au contraire trop laxiste et elle chacun trop son dur. appréciation. Ce qui est sûr, c'est que ce gouvernement n'a aucune vision de ce que doit être une politique migratoire et s'en remet à l'Union européenne avec effectivement un pacte des migrations qui est simplement un pacte de répartition sans fin des migrants qui arrivent en Europe. Avant d'en venir au pouvoir d'achat, juste un petit mot, parce qu'on est sur les questions parlementaires. Vous avez une niche parlementaire bientôt, une journée où on examine toutes les propositions du RN. Il y a notamment, si on a bien compris, une proposition pour que l'endométriose dont souffrent certaines femmes soit reconnue comme une affection longue durée. C'est un piège que vous tendez à la majorité pour voir si elle est vraiment capable de voter avec vous ou si elle refuse tout? Non, c'est pas un piège. Vous savez, c'est une problématique sur laquelle, d'abord, on travaille depuis longtemps. Marie Dauchy, l'une de nos députées savoyardes au Parlement européen, s'est attaquée à cette problématique. Emmanuel Taché de la Pagerie, qui présentera tout à l'heure notre texte, en sera le rapporteur. Il est député des Bouches-du-Rhône. Ça fait longtemps qu'on travaille ce texte. Il y a déjà eu d'autres groupes qui ont essayé de faire des choses, mais ça a calé, le gouvernement n'a pas donné suite, donc nous passons par une méthode qui est plus simple, c'est la proposition de loi pour mettre le gouvernement face à ses responsabilités. Cette affection longue durée, elle peut être, si demain le texte passe, déclarée pour l'endométriose et donc donner du confort à des millions de femmes. C'est tout simplement le pragmatisme avec lequel nous essayons de solutionner les problèmes que rencontrent les Français. Et vous avez parlé avec d'autres parlementaires, d'autres groupes politiques? Ils sont prêts à vous soutenir? Mais ça va être l'occasion. Chacun sera face à ses responsabilités. Est-ce qu'on peut encore perdre du temps sur ce sujet-là? Il y a la possibilité... Vous savez, nous, à chaque fois qu'il y a eu la possibilité de faire avancer les choses, on l'a saisi. Quand des textes sont arrivés et qu'on a considéré que ça allait dans le bon sens pour la vie des Français, on l'a voté. Donc vous demandez un retour d'ascenseur. Les aides à l'époque pour les entreprises pendant le Covid, on a voté parce que ça allait dans le bon sens et que c'était immédiat. Eh bien là, il y a un texte social qui a une dimension très forte, qui est très attendu par les associations notamment, qui n'est pas du confort. Eh bien, nous disons aux autres, prenez vos responsabilités. On peut améliorer la vie des Françaises aujourd'hui. On verra aussi donc à cette occasion à quelle mesure, effectivement, l'Assemblée vous considère toujours le RN comme un paria ou pas. Venons-en donc à la question du pouvoir d'achat. Je le disais hier aux 20h de TF1, Marine Le Pen a été très tranchante sur l'attitude de l'État. De son point de vue, l'État s'enrichit. Elle estime que sur les 30 milliards de surplus de l'État, liés à l'inflation, aux rentrées fiscales, il faut en restituer 8,5 milliards. Mais est-ce que ça tient pour un État qui aujourd'hui a 3 000 milliards de dettes ? Oui, ça tient parce que cet argent que l'État a engrangé, on peut nous faire la démonstration qu'on veut en disant il y a de l'inflation, l'État aussi paye l'inflation. Il y a eu plus de TVA. Mais vous reconnaissez ce point, l'État aussi paye l'inflation, l'État aussi a des difficultés. Absolument. 3 000 milliards de dettes, c'est pas rien. Il y a eu plus de TVA engrangée cette année et l'année précédente que les autres années. Ça, c'est le chiffre net. Donc l'État a des dépenses, mais une fois qu'on a soustrait à cette somme les dépenses de l'État, il reste 8,5 milliards. Et nous considérons que, Marine Le Pen l'avait dit dans son programme, rendre aux Français leur pays, rendre aux Français leur argent. Eh bien, nous considérons qu'avec un crédit d'impôt, c'est pas une réduction d'impôt, c'est-à-dire un crédit d'impôt, ça touche tous les Français, tous les foyers fiscaux. Eh bien, nous pouvons rendre cet argent et donner un peu d'oxygène aux Français. Mais cet argent ne doit pas servir, par exemple, à désendetter la France ou à investir pour demain. Mais cet argent, c'est l'argent des Français qu'on vient de leur prendre et qu'on leur pique chaque jour à la pompe à essence. L'État, Sébastien Chenu, ne s'enrichit pas pour faire un circuit parallèle. L'État, il agit au service des Français. Il va immédiatement revenir dans l'économie réelle. Évidemment, parce que les Français aujourd'hui, ils ont des difficultés à consommer. Et donc, par conséquent, il va être réinjecté dans l'économie réelle. Ça veut dire dans les entreprises, ça veut dire dans le commerce, ça veut dire dans ce qui fait vivre un État. L'État, au bout du compte, ne perdra pas d'argent. Donc, nous considérons que c'est de l'oxygène qui est rendu aux Français. Ça s'accompagne des autres dispositions que vous connaissez, celle de baisse de la TVA sur les énergies, de baisse de la TVA sur les produits de première consommation. Arrêtons-nous un instant sur la TVA. Et notre demande d'augmentation des salaires. Sébastien Chenu, Marine Le Pen a redit, elle est toujours pour cette baisse de la TVA, faire 5,5 sur les produits énergétiques notamment. Tout à l'heure sur le plateau de Jean-Baptiste Boursier, dans la matinale le 6-9, l'exemple était pris du restaurant. Le restaurant, c'est une TVA intermédiaire à 10%. Est-ce qu'on a vraiment l'impression que les prix au restaurant sont moins chers et qu'on en profite ?
Non, mais sur le restauration, c'est un autre débat, puisque ça a été un débat qui C'est la question de voir si une baisse de TVA est efficace. La TVA avait baissé à l'époque, notamment dans les restaurations, en échange d'une baisse pour le consommateur, d'un investissement dans l'outil de travail et d'emploi. Donc ça, c'était... mais on n'a aucune garantie qu'une baisse de la TVA mécaniquement fera une baisse des prix. Regardons ce qui se passe ailleurs, tout simplement. Au Portugal, il y a une baisse de la TVA, notamment sur les produits de première nécessité. Elle vient d'être reconduite. Ils l'ont déjà fait une première fois, ça a été reconduit. Pourquoi ? Parce que ça entraîne la baisse de l'ensemble des produits de consommation, pas uniquement les produits de première nécessité, ça tire à la baisse les produits de toute la consommation. Donc oui, il y a un effet cliquet qui est très important. Oui, ça donne de l'oxygène aux Français, oui, ça donne de l'oxygène aux consommateurs, et c'est toujours mieux que les super profits, les super marges que font un certain nombre de grands groupes. Mais alors pourquoi est-ce que vous voulez pas de la vente à perte ? Aussi une taxation. Pourquoi vous voulez pas de la vente à perte sur les carburants ? Bruno Le Maire a dit hier, ce sera autorisé pendant 6 mois. Ça permet aussi de faire baisser les prix, ça va aussi dans l'intérêt des Français. Mais parce que ça va, non seulement, vous l'avez dit, ça va durer 6 mois. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant 6 mois ? D'abord, les petites stations-service indépendantes vont avoir les plus grosses difficultés. Elles sont aussi aidées par le gouvernement. Ah oui, donc on aide avec l'argent des Français, des stations-service qu'on est en train de démonétiser, de déstabiliser avec la vente à perte. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma et qu'est-ce que pour le portefeuille des Français. Mécanismes. À la fin, ce qui se passera, c'est que ce seront les grands groupes qui vont encore être gagnants parce que évidemment les gens vont aller faire leur plein d'essence dans les grandes stations-service liées aux grands groupes de distribution. Ils feront leur course, les produits vont augmenter. On l'a bien vu d'ailleurs, toutes les techniques marketing qui permettent de vendre moins de produits à plus cher. Contre lesquels le gouvernement est mobilisé. Ah oui, ouais. Ah bon, vous avez vu passer quelque chose ? Vous ne pouvez pas dire, Sébastien Chenu, sur tout le siècle, le gouvernement fait rien. Le gouvernement blablate beaucoup. Le gouvernement, vous savez combien de fois on a entendu Bruno Le Maire nous dire qu'on était au pic de la crise, au pic de l'inflation, des dizaines de fois. Donc le gouvernement blablate beaucoup, bricole beaucoup, mais il n'y a pas de vision. Nous, on demande des mesures qui soient pérennes, qui durent dans le temps, qui donnent de l'oxygène aux Français et qui leur permettent de vivre mieux. On a fait la démonstration que les mesures qu'on proposait, les baisses de TVA ou l'augmentation de salaire avait du sens et donnait du pouvoir d'achat aux Français. Et le gouvernement bricole sans arrêt. Alors maintenant, il bricole avec la vente à perte une aide pour les stations essence qui seront déstabilisées par cette vente à perte. Tout ça n'a pas de sens. On ne résout pas les problèmes de taxes par des chèques. Sébastien Chenu, Marine Le Pen, hier soir, a également dit qu'elle était la candidate naturelle pour 2027. C'était sa déclaration de candidature à la présidentielle ? Non, mais je crois que c'est ce qu'elle dit depuis toujours et ça correspond bien à la réalité. Marine Le Pen, si elle ne décide pas de ne pas être candidate, demeure la candidate de notre famille politique naturellement. Donc elle est par défaut autodéclarée à la présidentielle et si elle pourrait se déclarer non candidate en fait. C'est à l'inverse de ce qu'on connaît aujourd'hui. Tout le travail que nous menons, tous les efforts que nous faisons ont un objectif, mettre Marine Le Pen à l'Élysée pour redresser le pays. On a besoin de tous les Français pour ça, et Marine Le Pen se prépare à cette bataille qui sera une bataille difficile. Nous restons humbles, nous restons modestes, nous considérons que nous n'avons pas gagné, nous devons encore démontrer notre capacité à gouverner, à redresser le pays demain, à unir, à réunir. C'est exactement le sens de notre travail. Unir et réunir, quand vous voyez ce qui se passe à l'Assemblée, ce qu'on disait tout à l'heure, personne n'est prêt à s'unir avec vous, sauf peut-être Reconquête, mais là c'est vous qui ne voulez pas. Non, mais ça, c'est... Aujourd'hui, nous, c'est pas des histoires de tambouille politique, c'est pas unir et réunir à travers des vieux partis pourris qui sont dans des calculs, savoir... Reconquête, c'est un vieux parti pourri ? Vous parlez des partis de l'Assemblée nationale. Oui. Ce sont des vieux partis du système qui cherchent toujours à savoir comment ils sauvent leur peau. Les LR... Donc les vieux partis pourris, c'est ceux de l'Assemblée, et Reconquête, c'est quoi ? Les LR ont toujours sauvé la tête d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale, parce qu'en sauvant la tête d'Emmanuel Macron, ils sauvent la leur. Pour le reste, les partis qui sont ou à l'extérieur ou pas représentés, est-ce que leur intérêt, c'est effectivement de témoigner, de faire des candidatures pour porter leurs idées, de témoignages s'ils le croient, eh bien, ils sont candidats. Là, vous pensez par exemple à Marion Maréchal, tête de liste pour les européennes. Elle porte un message, elle a le droit, mais nous disons, à un moment, et notamment lorsque la bataille la plus importante, celle des présidentielles, sera enclenchée, il faudra s'unir autour de la candidature qui sera le plus à même de dépasser ce qu'a fait Emmanuel Macron pour redresser le pays. Et Marine Le Pen a vocation à unir, mais pas seulement des gens qui viennent de la droite. Il y a des patriotes, il y a des gens attachés à la laïcité, à la valeur travail à gauche. Nous leur tendons la main autant que nous tendons la main aux gens qui peuvent voter pour LR ou pour Reconquête aujourd'hui. Y compris à Éric Zemmour et Marion Maréchal. À tous. Mais nous, on ne fait pas le tri. Nous disons à tous, vous êtes les bienvenus pour redresser le pays sur l'offre politique que vous présente Marine Le Pen et le Rassemblement national. Tous les Français, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs inclinaisons, quel que soit le bulletin de vote qu'ils ont glissé un jour ou l'autre, s'ils veulent sortir de l'ère Macron et que ce ne soit pas là aussi
une histoire sans fin, avec ses successeurs qui, de toute façon, poursuivront les mêmes politiques de déconstruction, vous avez vocation à vous rassembler autour de la candidature de Marine Le Pen, qui aujourd'hui est la plus à même de représenter une alternance. Vous anticipez quel adversaire en 2027? Le dernier sondage fait par Harris voit plutôt Édouard Philippe. Oui, donc ce ne sera pas lui, parce que 4 ans avant, en général, les sondages se plantent totalement. Ça devait être donc Marine Le Pen ne sera pas non plus en tête, parce qu'elle est donnée en tête. Non mais Alain Juppé devait être président de la République. Bon, il n'a même pas été élu aux primaires. Donc aujourd'hui, nous pensons que nous sommes tout à fait qualifiés et qualifiables pour aller au second tour. Je pense que ça reste quelque chose d'assez solide. Pour le reste, vous savez, moi je pense que Jean-Luc Mélenchon n'a pas dit son dernier mot. Je pense que en Macronie, ça va se disputer pour essayer de succéder à Emmanuel Macron. On ne sous-estime personne. Nous, notre offre politique, elle est claire. On veut rendre aux Français leur pays et leur argent, vous l'avez bien vu. Vous êtes vice-président de l'Assemblée, vous participerez à la visite royale de Charles III qui arrive demain à Paris? Oui, bien sûr. Il n'y a aucune raison de ne pas être présent. C'est une marque d'amitié vis-à-vis des Britanniques, qui sont aussi nos alliés. Je trouve ça tout à fait normal.